Salut les habitants, ici Pat Chamas et avant toute chose, je veux faire un retour sur les Oscars. Je suis super content de la victoire de Get Out pour scénario original, très satisfait pour Shape of Water et je crois malheureusement avoir jinxé Lady Bird. Il n'est pas à tout casser et surtout il se regardera très bien sur Netflix dans une couple de mois. My bad. Mais ce que je retiens surtout, c'est les deux Oscars bien mérités pour Blade Runner 2049, qui est le sujet de ma capsule aujourd'hui. Blade Runner 2049 se passe 30 ans avant les événements de l'original Blade Runner, qui a été réalisé 35 ans plus tôt. Pourquoi ils n'ont pas aligné les années? I don't know. C'est Denis Villeneuve qui avait la lourde tâche de faire suite au chef-d'œuvre de Ridley Scott, qui lui-même était inspiré du livre Do Androids Dream of Electric Sheep. En gros, dans ce film futuriste, il existe des androïdes qui ressemblent en tout point ou presque à des humains, mais qui restent leur propriété, ce qui inspire une révolte. Ce n'est pas clair qui est gentil ou méchant, tout est une question de perspective. La manière de traiter du sujet de l'humanité et de ce que c'est que d'être humain. More human than human is our motto. Comme tout bon film de science-fiction, il existe une panoplie d'analyses sur Internet sur les symboles, les métaphores et les interprétations, notamment des débats sur la classique question existentielle de l'origine de Deckard, le personnage de Harrison Ford. Tout d'abord, à la question « Faut-il voir le premier avant de voir celui-ci ?» Denis Villeneuve dit non, moi je dirais plus oui. Mais en fait, si vous regardez le deuxième en premier, vous apprécierez peut-être plus le premier en voyant le deuxième, et encore plus le deuxième la deuxième fois. En gros, l'important c'est d'au moins voir l'original. C'est un film référence en matière de science-fiction et d'univers dystopique. C'est l'inverse d'utopique. Disons un univers où ça va mal. Ça va mal! Autre conseil, gardez-vous au moins quelques jours entre les deux films, histoire de pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Il faut aussi savoir qu'il existe 7 versions du premier film. C'est la réapparition en 90 de la version test appelée Workprint sans l'accord de Ridley Scott qui force un Director's Cut et éventuellement un Final Cut. Il y a des différences notables, incluant de la narration, une fin alternative, moins de violence et même des scènes qui ont été refilmées. Il a atteint le statut de film culte en partie à cause de ces différentes versions et du changement de sens que chacune donnait. Blade Runner 2049 est un hommage à Blade Runner, mais sans tomber dans la copie ou la facilité. Il a sa propre identité. Oui, on a des clins d'œil, comme le test ou le zoom sur image, mais ils ont évolué et sont plus adaptés à notre époque. La symétrie est là, mais beaucoup plus tape à l'œil dans la version de Villeneuve. La pluie très présente se transforme même en neige. Il y a clairement une symbolique ici. Ou peut-être que l'ami Denis voulait juste faire un shout-out à l'hiver du Québec. La musique de Vangelis était difficile à côté, mais Hans Zimmer et Ben Wallfish ont réussi à s'y rapprocher et y faire honneur. You wanna go for a ride? L'hommage le plus beau est dans le style des jeux de lumière, des ombres et des couleurs, une des marques de commerce de Blade Runner. Mais ce qui faisait film noir à l'époque donne ici une esthétique digitale. C'est une vision du futur qui est guidée par l'auteur, mais aussi par l'époque et la société dans laquelle il vit. Oui, le film fait 2h40, mais ça ne se sent pas tant parce que le pacing est parfait. On ne nous balance pas des millions de choses à la figure, on prend le temps de vivre avec les personnages. Et chaque pause ou prise de vue prolongée est là pour une raison, pour nous installer dans le mood de la scène, ou pour nous faire remarquer les réflexions et les caractéristiques des personnages, en particulier Ryan Gosling qui va passer une bonne partie du film dans un conflit intérieur profond. Quand c'est pas la direction photo de Roger Deakins qui est à l'honneur, ce sont les effets visuels incroyables qui nous offrent tout un spectacle. Demandez à Oscar, il vous le dira. S'il salue Montréal, c'est qu'une grosse partie des effets visuels proviennent du travail exceptionnel de studios montréalais. C'est encore une autre œuvre qui démontre notre expertise dans le domaine. Framestore s'est entre autres occupé de créer un Las Vegas grandiose, post-apocalyptique. Rodo FX, que vous connaissez peut-être pour Game of Thrones, est également responsable de la transformation de plusieurs scènes. Moving Picture Company s'est assuré du CGI d'un personnage que je ne nommerai pas pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui renvoie la princesse Leia et le général Tarkin aux oubliettes. Et c'est à Double Negative, qui s'installe tout juste à Montréal, qu'on doit Joy, cette copine virtuelle jouée par Ana de Armas. Le mirage est parfait. La superposition est louche. Et elle n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler Samantha dans Her, le magnifique film de Spike Jonze que je recommande chaleureusement. Eh bien, on peut dire que Denis Villeneuve a réussi son pari. Et il en redemande, car il va faire sa propre version de Dune, ce livre révolutionnaire qui a inspiré un film, une série télé et même une franchise de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Rien de moins qu'un Star Wars pour adultes. Inutile de vous dire que je l'attends avec impatience. Et d'ici là, si vous aimez la vidéo et que vous en voulez plus, n'oubliez pas de donner un petit like et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait le plus grand plaisir.
The light that burns twice as bright burns half as long. And you have burned so very, very brightly, Roy.